Chers élèves, pour notre séquence de cours portant sur lire et écouter la poésie, de la Renaissance au surréalisme, nous allons présenter un mouvement littéraire du 19e siècle, le symbolisme. C'est notre leçon numéro 2. Alors, sans plus tarder, on va passer à la définition du mouvement. Qu'est-ce que le symbolisme? Les poètes symbolistes les plus représentatifs sont Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé et Arthur Rimbaud. Qu'est-ce que prônent ces poètes du 19e siècle? Pour eux, le monde ne se limite pas à une apparence concrète réductible à la connaissance rationnelle, que tout ne se justifie pas et ne s'explique pas par la raison. Le monde serait pour eux un mystère à déchiffrer. Ainsi, Baudelaire va ouvrir la voie au symbolisme. Grand poète du 19e siècle, Baudelaire va établir des correspondances entre ce qu'il appelle le monde des sensations et l'univers suprasensible. Et pour Baudelaire, l'univers tout entier est composé de symboles. Dans son poème très célèbre, Correspondance, que vous pouvez lire dans le recueil Les Fleurs du Mal, qui paraît en 1857, Baudelaire voit dans la nature un lieu sacré et symbolique. Et il définit le poète comme celui-là qui est doté d'un pouvoir. Ce pouvoir de déchiffrer les symboles, de les décrypter grâce à la puissance de la poésie. Et voilà pourquoi Baudelaire est considéré comme l'un des poètes fondateurs du symbolisme. Qu'est-ce qu'il écrit dans son poème Correspondance? Dans la première strophe du poème, on peut lire les vers suivants. Je le cite. « La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. » Le mot nature ici, comme une allégorie, représente l'univers. Et pour Baudelaire, poète symboliste, l'univers est rempli de symboles. Tout est à décrypter, qu'il ne faut pas se limiter à la simple apparence des objets, à la simple apparence des éléments de l'univers. Le poète a le devoir et le pouvoir de décrypter tous ces éléments qui ne sont que des symboles. Il faudra donc dépasser cette simple apparence des éléments de l'univers. Le poète symboliste est celui qui va les décrypter. C'est celui qui va révéler ce que Baudelaire appelle les essences, qui sont derrière les symboles qui peuplent l'univers. Et le poète est celui-là qui entend des paroles confuses, qui entend l'inaudible et qui voit l'invisible. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est doté d'un pouvoir mystique. Alors, le symbolisme peut être considéré comme ce mouvement littéraire qui va donc donner à la poésie sa sacralité. La poésie devient une religion. La poésie devient une activité sacrée qui consiste à révéler les symboles, à décrypter les symboles pour en donner ce que Baudelaire appelle les essences. C'est ainsi que, pour les poètes symbolistes, le monde ne se limite pas à une apparence concrète et rationnelle. Il est un mystère à déchiffrer grâce au décryptage des correspondances. Autrement dit, tous les éléments de l'univers sont en communication et seul le poète doté d'un pouvoir magique, d'un pouvoir mystique, est capable de révéler ces mystères. Autrement dit, entendre l'inaudible et voir l'invisible est possible pour un poète symboliste. Et donc Baudelaire va aussi parler des synesthésies. Autrement dit, ce lien étroit entre les différents sens, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe et le goût. Et ainsi, Baudelaire considère que le poète est une sorte de mage qui saisit ce que les autres hommes ne voient pas et qui entend ce que les autres n'entendent pas. Seul le poète est capable donc de déchiffrer et de révéler les mystères du monde. Dans son poème Nuit de cire, Senghor écrit « Les toits des cases luisent tendrement, que disent-ils si confidentiels aux étoiles ?» Autrement dit, le poète est capable de percer les mystères du monde, de révéler les correspondances entre les éléments de l'univers, mais surtout d'entendre l'inaudible et de voir l'invisible. Dans la définition du symbolisme, il faut comprendre ce que signifie le mot symbole.
un symbole est défini comme l'association de deux réalités pour produire un signe nouveau. Par exemple, on associe l'espérance à l'étoile. Donc, un symbole, c'est avant tout un objet dont la signification n'est pas révélée au commun des mortels. Mais aussi, un symbole peut transposer du concret en abstraction. Cela veut dire évoquer petit à petit un objet pour montrer un état d'âme, comme l'affirme Stéphane Mallarmé. Chers élèves, quelles sont les grandes figures du symbolisme? Charles Baudelaire, 1821-1867, est considéré comme une figure majeure du symbolisme. Et pour Baudelaire, le poète est capable de percevoir une vérité invisible, laquelle vérité se trouve derrière les apparences des éléments de l'univers. Et comme il le dit dans son poème Correspondance, cette nature, cet univers serait une forêt de symboles que le poète doit décrypter à ses lecteurs. Son recueil Les Fleurs du Mal va développer largement la thématique de l'aspiration à un monde idéal, accessible par de mystérieuses correspondances. Autre figure majeure du symbolisme, Stéphane Mallarmé, 1842-1898. Mais Mallarmé est aussi considéré comme l'un des précurseurs du symbolisme, dans la mesure où il va donc prôner cette poésie qui devient un art de la suggestion. Cette poésie sacrée devient une poésie mystérieuse. Cette poésie devient une poésie mystique. Autant le poète doit développer des capacités pour décrypter les éléments de l'univers, mais autant aussi il va les crypter pour ses lecteurs. Et pour Mallarmé, le plaisir de la poésie vient d'un dépassement pour un lecteur de la suggestion. Ainsi, le poète, au lieu de décrire directement les choses, doit les évoquer à travers les sensations pures qu'elles ont suscitées en lui. Et voilà pourquoi Mallarmé affirme, je le cite, « Nommer un objet, c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème qui est faite de deviner peu à peu. Le suggérer, voilà le rêve. » En d'autres termes, pour donner du plaisir au lecteur, il faudrait que le poète crypte le message. Il faudrait que le poète enveloppe son poème de mystère pour que le lecteur éprouve ce plaisir à comprendre ce qui est suggéré. Autre figure majeure du symbolisme, Paul Verlaine, qui a fortement contribué à l'esthétique symboliste avec son poème célèbre Art poétique du recueil Jadis et naguère qui paraît en 1884. Paul Verlaine, poète symboliste 1844-1896, va surtout travailler autour du concept de poésie-musique, où le travail sur le lexique, la nuance et la suggestion finissent par donner au poème son caractère purement parnassien. Et Verlaine va publier son célèbre recueil Poèmes saturniens, où il aborde aussi des thèmes poétiques qui rappellent le romantisme, des thèmes comme la mélancolie, comme l'angoisse, l'amour, la rêverie, le temps destructeur, etc. Donc, on découvre en même temps que vous que les thèmes romantiques, loin d'être rejetés par les poètes symbolistes, mais sont des thèmes qui sont renouvelés, mais à la manière symboliste. Mais autre figure incontournable du symbolisme, Arthur Rimbaud, 1854-1891. Arthur Rimbaud est un jeune poète à l'époque. Il a une vingtaine d'années quand il rejoint les grands symbolistes que sont Charles Baudelaire, Paul Verlaine et Stéphane Mallarmé. Et il arrive dans le groupe avec une théorie qui, à elle seule, suffit à définir le symbolisme. C'est sa théorie de la voyance, que le poète devient un magicien, que le poète devient un démiurge, et que le poète devient un être doté d'un pouvoir mystique qui lui permet de percer les mystères du monde. Dans la série de lettres
qu'Arthur Rimbaud rédige en 1871, on peut trouver une lettre adressée à son ami Georges Isambard. Et Baudelaire écrit dans cette lettre adressée à son ami, je le cite, « Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. » Ces deux phrases qu'on trouve dans cette lettre rendent compte de ce besoin du poète de se constituer voyant. Si le poète doit déchiffrer les mystères du monde, si le poète doit percer les mystères de l'univers, si le poète doit révéler la signification des symboles de l'univers, le poète doit dépasser le commun des mortels pour se doter d'un pouvoir assez particulier, qui est ce pouvoir de déchiffrement et de décryptage. Et pour Arthur Rimbaud, ce sont les sens, autrement dit, les sens qui sont mobilisés pour décrypter les correspondances et les synesthésies dont parle Baudelaire, qu'il faut mobiliser pour percer les mystères du monde. Quels sont les thèmes développés par les poètes symbolistes? Le premier thème, ce sont les synesthésies. Que signifie le terme synesthésie? La définition est simple. Pour percer les mystères du monde, Baudelaire va exploiter les synesthésies qui reposent sur un jeu de correspondance entre les sensations. C'est très simple. Nous avons 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Et le poète doit procéder à ce qu'on appelle des synesthésies. Autrement dit, associer 2 sens pour percevoir ces synesthésies. Voici un extrait du poème Correspondance, où Baudelaire écrit « Les parfums, les couleurs et les sons se répondent dans une ténébreuse et profonde unité. » Ici, parfum renvoie à l'odorat, couleur à la vue et le son à l'ouïe. Et c'est l'association des sens dans une sorte de synesthésie qui permet au poète de percer les mystères du monde et de révéler la signification des symboles de l'univers. Alors, la définition de synesthésie est la suivante. Perception simultanée, en même temps, qui fait appel, pour définir une perception, pour définir ce qu'on perçoit, à un terme normalement réservé à des sens d'ordre différents. Autrement dit, au lieu de sentir par le nez, je vais sentir par les yeux. Autrement dit, on associe 2 sens pour révéler une sensation. Exemple, une sensation olfactive qui concerne l'odorat, associée à une sensation tactile, le toucher. Dans cette expression, où on associe ici les 2 sens, un parfum doux. Parfum renvoie à l'odorat, et on a l'épithète doux qui vient donc en synesthésie à parfum pour ne former qu'un seul sens. Pour comprendre les synesthésies, il faut aussi lire un poème célèbre d'Arthur Rimbaud, le poème Voyelle, qu'on trouve dans son recueil Poésie, qui paraît en 1870. Arthur Rimbaud va reprendre les associations typiques de la synesthésie, en associant par exemple des graphèmes des lettres, des sons, à des couleurs, et en associant aussi des couleurs aux lettres. Pour Rimbaud, les voyelles de l'alphabet sont des signes et des symboles à décrypter. Et voici donc son poème Voyelle, dont nous allons lire quelques extraits. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. A, noir corsé velu des mouches éclatantes. E, candeur des vapeurs et des tentes. I, pourpre, sans cracher, rire des lèvres belles. U, cycle, vibrement divin des mers virides. O, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Nous voyons donc que Arthur Rimbaud développe ici une synesthésie graphème-couleur pour associer les voyelles à des couleurs. Autrement dit, il ne perçoit pas comme le commun des mortels qui pensent que les lettres ne sont que des signes
qui servent au langage. Autre thème du symbolisme, les correspondances baudelairiennes. Les symbolistes estiment qu'ils sont des poètes dotés de capacités mystiques, d'un certain pouvoir qui leur permettent de déchiffrer les mystères du monde, d'établir des correspondances entre le monde visible et le monde invisible. Et qu'est-ce que Baudelaire écrit dans l'art romantique? Son essai qui paraît en 1869, il écrit, je le cite, « Qu'est-ce qu'un poète ?» Je prends le mot dans son acception la plus large. Si ce n'est un traducteur, un déchiffreur. Autrement dit, le poète est celui qui traduit et qui décrypte les symboles de l'univers grâce à un pouvoir qui lui est particulier. Autre thématique du symbolisme, et nous l'avons vu avec Arthur Rimbaud, c'est la voyance. Le poète devient un voyant. Le poète devient celui-là qui voit ce que nous ne voyons pas, qui voit l'invisible donc, et qui entend ce que nous n'entendons pas. Autrement dit, qui entend l'inaudible. Arthur Rimbaud, dans sa fameuse lettre dite « La lettre du voyant », qu'il adresse à Paul de Mony le 15 mai 1871, soutient l'aptitude du poète à saisir les choses au-delà de leur apparence. Et qu'est-ce qu'il écrit dans cette lettre adressée à Paul de Mony? Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Donc ici, non seulement il revient sur la théorie de la voyance qui fait du poète un démiurge, un prophète, un mage, mais il parle aussi de ce dérèglement des sens. Car pour Arthur Rimbaud, la seule manière de percevoir les mystères du monde par les sensations fortes, par la sensibilité exacerbée, c'est de dérégler les sens, les 5 sens, ou de les mettre en synesthésie, autrement dit en correspondance. Percevoir grâce à la sensibilité forte et percevoir grâce à ce que Baudelaire appelle les synesthésies. Mais tout en le faisant, le poète garde sa lucidité. C'est un dérèglement des sens qui est raisonné. Autre thème, c'est l'hermétisme. Nous en avons parlé. Stéphane Mallarmé suggère au poète de rendre le poème obscur, presque inintelligible. Le lecteur doit éprouver ce plaisir à renoncer à l'idée unique pour percer les mystères du texte poétique. Le poète crypte son discours par la suggestion et donne ce plaisir au lecteur de dépasser la suggestion, de percer le discours poétique et d'arriver à l'essence même du poème, grâce tout simplement à sa capacité à interpréter et à commenter le poème. Mallarmé écrit dans Hérésie artistique, 1862, je le cite, « Toute chose sacrée et qui veut demeurer sacrée s'enveloppe de mystère. Les religions se retranchent à l'abri d'arcanes dévoilés aux seuls prédestinés, l'art à les siens. » Que veut dire Mallarmé? Mallarmé estime que la poésie est une activité sacrée, que le texte poétique doit avoir ce caractère sacré des livres révélés. Pour que le lecteur fasse un travail aussi de décryptage, pour Mallarmé aussi, le poème doit garder son caractère sacré, parce qu'il y a des gens qui sont nés pour goûter à la belle poésie. Il n'est pas donné à tout le monde de goûter à la poésie. Que la poésie a ses prédestinés, des gens qui sont nés avec le don de décrypter le texte poétique. Autre principe du symbolisme, la musicalité. La poésie, c'est de la musique. La poésie, c'est de la sculpture. La poésie, c'est la danse aussi par le rythme. En d'autres termes, il existe une analogie entre la poésie et des créations artistiques, entre la poésie et des formes artistiques, dont la musique. Et c'est ainsi que Verlaine va exposer dans son poème Art poétique, du recueil Jadis et naguère, une nouvelle conception de la poésie qui repose sur la musicalité des vers. Et il dit que seuls les vers impairs ont cette capacité à musicaliser la poésie, à donner au texte poétique son caractère musical. C'est ainsi qu'on peut lire cette première strophe du poème Art poétique de Paul Verlaine.
je cite, de la musique avant toute chose. Et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Pour Verlaine, la musique est un élément essentiel dans la création poétique. Et seuls les vers impairs, autrement dit des vers de 5, de 7, de 9, de 11 syllabes, donnent au vers sa musicalité forte. Et il pense que le vers impair donne cette possibilité au poète aussi d'être moins esclave de la césure. Le vers impair offre des possibilités donc de rythmer le vers de manière variée. Et donc c'est cette souplesse-là qui fait que Verlaine pense que le vers impair n'impose absolument rien. Rien en lui qui pèse ou qui pose. Nous pouvons apprécier cette musicalité du vers impair qui se scande en toute souplesse avec une seule césure. Dans Art poétique, en même temps qu'il théorise sur la musicalité, Paul Verlaine donne des illustrations. Et voici un vers. Et pour cela, préfère l'impair. Voici un vers impair de 9 syllabes, qu'on appelle l'ennéant syllabe. Et nous allons voir que le poète va faire une seule coupe à partir de la 4e syllabe pour donner cette variété rythmique 4-5. Nous avons et pour cela préfère l'impair. Autre exemple tiré du même poème Art poétique de Paul Verlaine, nous avons plus vague et plus soluble dans l'air. Ici aussi, nous avons un vers de 9 syllabes qui se scande facilement avec une seule coupe qui intervient après la 2e syllabe. Plus vague et plus soluble dans l'air. Et nous avons ici un rythme de 7. Dans le même poème, on a une variété rythmique qui fait que Paul Verlaine a raison de dire sans rien en lui qui pose ou qui pèse. Ce vers impair est un vers souple, facile à rythmer et qui offre une variété rythmique assez particulière. C'est avec la plus grande souplesse qu'on peut avoir donc des rythmes 4-5, 5-4, 6-3, 2-7, etc. Verlaine soutient également, comme Stéphane Mallarmé, une poésie de l'imprécision et de la nuance. Dans son poème Art poétique, dont nous avons quelques extraits tout à l'heure, rien de plus cher que la chanson grise, où l'indécis au précis se joint, car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Cette insistance sur les termes grise, indécis, nuance, et nuance répétée une fois encore, montre bien ce souci et ce besoin d'envelopper le poème de mystère, de nuancer dans le discours poétique pour offrir le plaisir de percer le sens du poème petit à petit. Autre principe du symbolisme, c'est la recherche de la beauté du poème, ce qu'on appelle le culte du beau, cette religion du beau, cette adoration de la belle poésie. Et le symbolisme est en cela un prolongement du Parnasse. Dans son essai consacré à Alan Edgar Poe, intitulé Études sur Poe, qui paraît en 1856, Charles Baudelaire écrit, je le cite, « La poésie n'a pas d'autre but qu'elle-même. Elle ne peut en avoir d'autre. Et aucun poème ne sera si grand, si noble, si véritablement digne de ce nom, que celui qui aura été écrit uniquement pour le plaisir d'écrire un poème. » Fin de citation. Et je pourrais ajouter aussi pour le plaisir de lire un poème, grâce au décryptage du message poétique par le lecteur. Chers élèves, nous allons maintenant passer à un premier exercice portant sur le symbolisme. Lisons ensemble les 2 tercets du poème Correspondance, du recueil Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Question. Quels sont les sens mobilisés par le poète pour saisir les correspondances et les synesthésies?
rappel des 5 sens pour comprendre la question et donner une réponse. Nous en avons 5. Et la question est la suivante. Dans les 2 tercets du poème correspondance que nous allons tout de suite lire, parmi ces 5 sens, quels sont les sens qui vont être mobilisés par Baudelaire pour percevoir cette communication entre les éléments de l'univers, ces analogies entre les éléments de l'univers, et cette possibilité aussi d'associer les sens à travers tout simplement ce que Baudelaire appelle une synesthésie ou des synesthésies. Voici les 2 tercets qui vont donc du vers 9 au vers 14 du poème Correspondance des fleurs du mal. Lisons ensemble. Il est des parfums, frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin, l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Pour vous aider un peu, dans la première strophe, on a un premier vers où on peut déjà voir quels sens, au singulier ou au pluriel, sont mobilisés. Le vers 10, pareil. Nous avons hautbois. Et un hautbois, c'est un instrument de musique pour vous aider un peu. On peut aller au vers 13, rapidement. Et on a ici une énumération de mots. C'est ambre, c'est musc, benjoin et encens. Et vous voyez que nous avons ici un certain champ lexical. Au vers 14, pareil, on a des termes qui renvoient à des sens. À vous maintenant de découvrir les sens qui sont mobilisés par Baudelaire dans ces 2 tercets. J'espère que vous avez donc lu avec moi et que vous avez suivi quelques éléments de commentaire qui vous ont certainement permis de répondre à la question « Quels sont les sens parmi les 5 sens qui sont mobilisés ici par le poète Charles Baudelaire ?» Réponse. Vous voyez que nous avons mis en relief, avec des couleurs différentes, les mots sur lesquels porte la réponse. Au vers 9, nous avons parfum associé à frais. Au vers 10, nous avons le mot doux, hautbois, vert et prairie. Prairie renvoyant à une couleur aussi. Au vers 13, nous avons ambre, musc, benjoin et encens qui renvoient à des parfums. Et nous avons au vers 14 le mot chante. Et vous voyez que lorsque Baudelaire parle, et l'ensemble de ces vers rappelle aussi un autre vers du poème, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Donc réponse, 4 sens sont mobilisés par Charles Baudelaire pour saisir les correspondances et les synesthésies. Quels sont ces 4 sens parmi les 5? Nous avons en premier lieu la vue. On a mobilisé donc la vue avec le terme vert et prairie qu'on trouve dans les 2 tercets. Nous avons en 2 l'ouïe, ce qu'on entend. Le terme hautbois renvoie à un instrument de musique. Et d'ailleurs, nous avons le verbe chante. 3, nous avons le toucher, avec le terme frais et doux. Et 4e et dernier sens mobilisé par le poète, c'est l'odorat. Lorsqu'il associe parfum, ambre, musc, benjoin et encens. Donc voici donc la réponse à la question. Quels sont les sens qui sont mobilisés par Baudelaire dans les 2 tercets du poème Correspondance? Pour révéler ces correspondances et les synesthésies, nous avons tout simplement la vue, l'ouïe, le toucher et l'odorat. Exercice 2. Comment Charles Baudelaire traduit-il l'expérience sensitive des synesthésies dans le premier tercet de son poème Correspondance? Quel est ce premier tercet? Vers 9, vers 10 et vers 11. Il est des parfums, frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants. On peut reformuler la question tout simplement. Comment on perçoit les synesthésies, les rapports entre les sens qui sont mobilisés de manière simultanée à travers ces 3 vers du premier tercet. Je vous laisse quelques minutes et on donne la réponse après. Lisez bien la question, relisez la question. Comment Baudelaire révèle-t-il les synesthésies, les rapports entre les sens à travers ce premier tercet du poème Correspondance? Quelles expressions au singulier ou quelles expressions au pluriel? C'est à vous de voir.
vous avez certainement la bonne réponse. Mais avant tout, revenons sur la définition du terme synesthésie. Les synesthésies sont définies comme un mode de perception, selon lequel mode des sensations correspondant à un sens évoquent spontanément des sensations liées à un autre sens. Donc, on peut associer la vue à l'odorat, on peut associer l'odorat au goût, on peut associer la vue au toucher, et ainsi de suite. Et lorsque le poète prend deux sens, les mobilise pour une expression, on parle de la synesthésie. Nous avons donné l'exemple de parfum doux, ou doux parfum, si on inversait l'épithète. Et parfum renvoie à l'odorat, associé tout simplement à la douceur qui renvoie au toucher. Nous avons maintenant la réponse à notre question. Au vers 9, il y a des parfums frais, comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies. Nous avons une première synesthésie. Le terme parfum qui utilise l'odorat. Et nous avons des adjectifs qui rendent l'idée du toucher. Nous avons frais, doux et vert. Donc, on perçoit une première synesthésie qui associe l'odorat au toucher. Nous avons aussi dans les vers 9 et 10 du poème Correspondance une deuxième synesthésie. Ici, la comparaison doux comme des hautbois montre qu'on a utilisé un instrument de musique qui rend compte de l'ouïe, du sens donc avec les oreilles, et qui est associé à l'adjectif doux relatif au toucher. Donc ici, on a une deuxième synesthésie dans la comparaison doux comme des hautbois. Hautbois renvoyant à la musique, à l'ouïe, et doux renvoyant tout simplement au toucher. Chers élèves, nous sommes arrivés au terme de cette deuxième leçon qui porte sur le symbolisme. Nous espérons que vous avez tiré des enseignements qui vous permettront certainement de réussir vos dissertations et d'être tout à fait à l'aise en face d'un texte suivi de questions. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup.